Force Info. Cold Case, la science face au crime. 6e épisode, l'affaire Élodie Kulik et l'ADN de Parentel. Le 10 janvier 2002, Élodie Kulik passe la soirée au restaurant avec un ami. La jeune directrice d'agence bancaire de 24 ans rentre chez elle vers minuit en voiture. Elle vit à Péronne, dans la Somme. Sur une petite route départementale, Élodie est suivie et finit par avoir un accident. La jeune femme est alors enlevée par 2 hommes. Elle sera violée, étranglée et brûlée. Il n'y a pas de témoins, mais plusieurs preuves, un profil ADN et l'appel désespéré d'Élodie aux pompiers, où l'on peut entendre la voix de ses 2 ravisseurs. Les gendarmes misent sur ces éléments pour retrouver au plus vite les auteurs, mais il faudra attendre 10 ans pour qu'un suspect soit identifié grâce à des recherches en parentèle. Une première en France. L'affaire Élodie Kulik et l'ADN de Parentel. Un récit de Gaël Joly. Le corps d'Élodie Kulik a été retrouvé dans un champ sur le territoire de la commune de Tertry dans la Somme. Depuis hier, on était sans nouvelles de la jeune femme, directrice d'une agence bancaire de Péronne. Son véhicule avait bien été trouvé accidenté sur la départementale 44 à hauteur de Cartigny, mais pas de trace d'Élodie Kulik. La jeune femme aurait été assassinée. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes du décès. L'autopsie qui a été pratiquée hier sur le corps d'Élodie Kulik confirme l'origine criminelle de son décès et la présence de violences sexuelles. De nombreuses opérations de police technique et scientifique sont actuellement en cours. Ce sont bien évidemment des opérations extrêmement importantes qui sont engagées et qui surtout ne pourront pas être effectuées une seconde fois, d'où l'intérêt de les faire avec beaucoup de soin. C'est vrai que l'enquête a été longue, mais dès le départ, on savait qu'on aboutirait certainement à quelque chose à partir du moment où on avait un ADN nucléaire. Je m'appelle Jackie Kulik, j'ai 73 ans et je suis le papa d'Élodie Kulik, qui a été assassinée le 11 janvier 2002. En 2010, 8 ans après le meurtre de la jeune femme, les enquêteurs sont dans l'impasse. Le dossier patine malgré 10 000 auditions et 5 000 prélèvements buccaux. Rien ne matche avec l'ADN du suspect prélevé sur la scène de crime. Les gendarmes disposent aussi de l'appel terrifiant de la jeune femme aux pompiers. Derrière ces cris, on distingue 2 voix d'hommes, les voix de ses bourreaux. Mais pour l'instant, la Picardie reste muette. Il va falloir un jour qu'arrive un génie, à la personne d'Emmanuel. Parce que pour moi c'était un génie. Rendez-vous compte, ce gars-là, il a quoi ? Il a l'âge de... À l'époque, il a l'âge de mon fils, il a 34-35 ans. Et il arrive là avec cette volonté d'y arriver. Et l'affaire Kulik, ça a été l'affaire de ma vie professionnelle, mais aussi une grande partie de ma vie personnelle. Emmanuel Famoy, jeune scientifique de formation, double bac+5 en génétique, mordu de biologie moléculaire. L'enquêteur de la gendarmerie est appelé sur le dossier pour apporter un œil nouveau. Le jour où j'entre dans l'affaire Kulik, je m'en souviens assez bien. Quand j'ouvre le dossier, j'ai le vertige. Et rapidement, en termes d'enquête, je m'aperçois que tout ce qui devait être fait l'a été, et correctement, et qu'il n'y a pas grand-chose à chercher de ce côté-là. Par contre, sur un plan scientifique, je m'aperçois en effet qu'il y a toujours ce profil génétique qui a été retrouvé sur la scène de crime, qui clairement laisse supposer que c'est celui du violeur d'Élodie Kulik. En fait, on a un profil génétique qui est retrouvé à partir des prélèvements intimes réalisés sur le corps d'Élodie Kulik, mais également ce profil génétique il est retrouvé sur une serviette laissée à proximité du corps. Et également, il est retrouvé en mélange avec le profil génétique d'Élodie Kulik sur un mégot de cigarette. Dans le cadre de l'affaire Kulik, les gens ont été prélevés. Tous les individus ou témoins ou suspects. Environnement professionnel, environnement, j'allais dire, familial ou environnement amical. Tous ces environnements ont été travaillés et les gens ont été prélevés. Je me dis, voilà, il faut miser sur ce profil génétique. Et là, en effet, je vois qu'il y a déjà plus de 5000 personnes qui ont été prélevées, de mémoire, ce qui correspond à la taille d'une petite ville. Tous les gens qui peuvent être vraiment des suspects dans le cadre de l'affaire Élodie Kulik ont déjà été prélevés. Et donc se pose la question de savoir pourquoi le propriétaire du profil génétique est passé au travers des mailles du filet. Bon, et puis là, je me mets à appliquer un raisonnement scientifique. J'ai mis des hypothèses.
Si j'ai une intime conviction à ce moment-là, c'est de me dire que mon suspect ne sera jamais fiché et qu'il faut trouver un autre moyen que d'aller prélever des gens en espérant que ce soit eux les suspects et que leur profil corresponde à celui retrouvé sur la scène de crime. Je me dis qu'il faut qu'on fasse différemment. Et là, je me dis, mais pourquoi ne pas chercher que des correspondances à 50%? C'est-à-dire essayer de retrouver le père ou la mère du suspect s'ils sont fichés, ou ses enfants. Parce que ça va également dans le sens descendant. Ça risque d'être décevant pour beaucoup de monde, mais il n'y a pas eu de moment eureka. Je me souviens, j'étais dans mon bureau, j'étais en train de travailler, j'avais quelques publications, j'avais l'enquête de flagrance, la première commission rogatoire, c'est-à-dire beaucoup de documents, beaucoup d'auditions, les profils génétiques, mes notes. Et à un moment, il y a cette espèce de synthèse qui s'opère, et je me dis, tiens, mais voilà, si mon suspect n'est pas fiché, pourquoi je ne remonterai pas sur lui à partir de ses parents ou de ses enfants? Et je me souviens juste qu'il fait beau ce jour-là. C'est une idée qui arrive assez rapidement. C'était tout septembre. Dans son bureau, Emmanuel Famoy mouline. Il se plonge dans la littérature scientifique américaine. Banco, cette méthode a déjà permis de résoudre une sordide affaire, celle d'un violeur en série californien, le Grim Sleeper, dormeur lugubre, retrouvé grâce à l'ADN de son père. Mais en France, aucun cadre juridique n'existe. C'est aussi incroyable que ça puisse paraître, personne n'y a pensé. Pour moi, c'était quelque chose qui se faisait déjà naturellement. Et je tombe des nues lorsque j'apprends que, non, ça se fait pas. Informatiquement, le fichier me dit on peut le faire, mais on ne le fait pas parce que juridiquement, ce n'est ni interdit ni autorisé. Et là, on part sur une étude juridique qui est réalisée par le ministère de la Justice. On soumet nos arguments en octobre 2011 et ça va prendre 1 an. Quand Jordan Duquesne, le juge d'instruction, accepte, on se met d'accord pour ne rien dire à la famille Kulik, pour préserver la discrétion et surtout ne pas créer de faux espoirs. L'autre médaillon à la ceinture. Le médaillon à la ceinture, c'est... Alors j'ai d'un côté, j'ai mon épouse et Elodie. Elles sont toujours avec moi. Monsieur Kulik appelait régulièrement la cellule d'enquête pour avoir des nouvelles, également la page Facebook qu'il avait ouverte et puis son site internet. Puis un jour, il nous laisse un message, et puis je me souviens, c'est le directeur d'enquête qui contre-rappelle, et à ce moment-là, monsieur Kulik est gêné, il dit « je peux pas vous répondre, je suis à l'hôpital avec ma femme ». Bon, et là on comprend, par rapport à la tentative de suicide avortée de sa femme Rosemary, bon voilà, et en fait, je me souviens à l'époque, ça nous laisse... Il y a un malaise dans le bureau. Parce que c'est assez compliqué à décrire. C'est à la fois un malaise, mais en même temps une source de motivation. Parce qu'on se dit, bon voilà, en dépit de tout ce qu'il a vécu, si lui continue à avancer, nous, il faut qu'on avance encore plus. Pendant donc 8 ans, je sais que vous suivez l'enquête au plus près. Vous êtes devenu quasiment un spécialiste, ouais, je suis au un plus juge près. d'instruction. Je suis même parfois gênant pour les enquêteurs. Parfois, ils me disent que je viens polluer leur enquête. Vous voyez, j'apprécie pas beaucoup, c'est pas... Pourquoi ils vous disent ça? Parce qu'ils me trouvent un petit peu trop présent, polluer, alors que, moi, de mon côté, à partir du moment où j'ai un renseignement, ils savent fort bien que le renseignement que j'ai, je vais le leur donner. Je m'empresse de leur faire part de ce que j'ai appris. Dans 95% des cas, j'ai rien appris de bien. Il y a des gens qui vous appellent, qui vous téléphonent pour vous faire des confidences, et puis on s'aperçoit que c'est pour dire du mal d'un voisin, ou plutôt que À l'automne 2011, la chancellerie donne enfin son feu vert. Je me souviens, c'est le juge d'instruction qui m'appelle, qui me dit voilà, c'est gagné, on peut lancer les choses. Après une semaine de travail à temps plein sur le fichier national des empreintes génétiques, le super algorithme donne des résultats. Une liste de 526 personnes apparaît à l'écran. Et donc là, on s'aperçoit que très rapidement, on a un profil génétique qui a 18 marqueurs. C'est le maximum de marqueurs à l'époque qu'on puisse espérer pour un profil. Et en plus, ce profil, il est seul dans sa catégorie à 18 marqueurs. Et de suite, on décide de s'intéresser à ce dernier. Il s'avérera que ça sera le père du suspect, mais à ce moment-là, on n'en est pas sûr, parce qu'on n'a que 50% de correspondance avec notre trace, c'est-à-dire le profil génétique de la scène de crime. Et ce que je décide de faire avec les enquêteurs, je leur dis voilà, il faut qu'on aille retrouver ce monsieur, qu'on aille le prélever,
mais ce coup-ci pour analyser son chromosome Y. Pourquoi ? Parce que le chromosome Y, il est transmis de manière inchangée de père en fils. Et donc on va prélever cet individu, je me souviens, c'est un samedi matin. On se retrouve à Chauny, on le convoque à la brigade de Chauny, justement. C'est un matin un peu brumeux, il fait froid. Il n'y avait pas de soleil ce jour-là, ça je m'en souviens. Et puis on a un monsieur qui arrive, qui dit « Écoutez, moi j'étais en prison au moment des faits, je comprends que vous me convoquez pour l'affaire Kulik, mais je ne sais pas comment je peux aider. » Il dit « Mais si vous avez besoin de me prélever pour faire avancer les choses, faites-le. » Donc on le prélève. Son prélèvement part au laboratoire de la gendarmerie. On fait réaliser une analyse en urgence et le lundi, on se rend compte que son chromosome Y correspond à celui de la trace. Et là, on sait que ça sent très très bon. Pour moi, il n'y a pas de doute que son fils qui avait 20 ans au moment des faits est certainement le violeur présumé d'Élodie Kulik. L'un des meurtriers présumés d'Élodie Kulik a été identifié grâce justement à son ADN. Le suspect dont l'empreinte génétique avait été retrouvée sur la scène du crime serait décédé accidentellement il y a plusieurs mois. Alors là, c'est la douche froide. On se demande comment on va s'en sortir. Voilà. Il y a ce premier instant de déception, puis après on rebondit, on se dit non. On va bien réussir à faire quelque chose. Désormais qu'on a un nom et un prénom, plus une date de naissance, on va arriver à faire quelque chose. Janvier 2012, Jackie Kulik, le père d'Élodie, est convoqué dans le bureau du juge d'instruction, Jordan Duquesne, au palais de justice d'Amiens. Et c'est là où on m'a dit, on a trouvé à qui appartient l'ADN. Le juge me dit, monsieur Kulik, j'ai deux nouvelles pour vous, une bonne et une moins bonne. Ah bon, je l'ai dit, commencez par la bonne. La bonne nouvelle, c'est que l'ADN, j'ai été identifié grâce au service d'Emmanuel Fomoy, par Parentel. Et donc, il s'agit de Grégory Viard. Alors là, tout de suite, Grégory Viard, ça me dit, ça me parle. Grégory Viard, il y en avait un à Monchy-la-Gage. Donc, non, c'est pas lui, me dit-il. C'est pas lui, c'est pas celui-là. La deuxième nouvelle, c'est que il est mort. Il est mort 1 an après Élodie, dans des circonstances un peu étranges. Sa voiture s'est jetée dans un camion. Peut-on parler d'un suicide? Peut-on parler d'un accident? Peut-on parler de... Et puis à l'époque, on n'a pas pu faire de rapprochement. Là, ça s'est passé 1 an après Élodie, donc... Et voilà, donc voilà comment j'ai appris. Donc, j'ai demandé immédiatement au juge de me prêter son téléphone pour prévenir Fabien, mon fils. Je voulais quand même qu'il soit prévenu avant que la presse le prévienne, quoi. Là, pour moi, c'est magnifique parce que je sais qu'avec les enquêteurs, on a la cassette, on a les voix. Et on sait qu'ils sont au moins 2. Donc, à partir du moment où on a cerné le Grégory Viard, je sais que les enquêteurs vont faire l'entourage de ce Grégory Viard et fatalement, ils vont trouver quelqu'un. La découverte de cette nouvelle méthode, l'ADN de Parentel, fait la une de tous les journaux et inquiète. Dans la presse, le colonel Fomoy est affublé d'un surnom, le Frankenstein de l'ADN. Il essuie les critiques depuis le siège du FBI à Quantico aux États-Unis, où il a été envoyé pour suivre une formation des cadres de police. En gros, j'étais un pourfendeur des libertés individuelles, j'avais fait n'importe quoi. J'étais un horrible docteur Frankenstein qui ne pensait qu'à détourner le fichier de sa finalité. On avait porté atteinte à l'intégralité du patrimoine génétique français. Si on écoutait certains, on était vraiment dans l'exagération. Voilà. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'avant de partir, j'avais dit au juge d'instruction que, une fois qu'il réaliserait ses premières interpellations, qu'il faudrait exhumer le corps du défunt pour faire un prélèvement, comparer son profil génétique à celui de la trace, retrouvé sur la scène de crime, pour clore le débat. En effet, c'est ce qu'il a fait rapidement, et ça a clos la polémique aussi rapidement qu'elle avait surgi. Après, les gens critiquaient sans savoir. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que ça avait fait l'objet quand même pendant 1 an d'un débat juridique au sein du ministère de la Justice, que le juge d'instruction s'était entouré de toutes les garanties nécessaires, pour que la technique soit légale et ne soit pas remise en cause. Très vite, tout l'entourage de Grégory Viard est passé au crible interrogé. Le 16 janvier 2013, Willy Bardon, ancien plombier et tenancier de bar, est mis en examen
pour le meurtre d'Élodie Kulik. À la une en Nord-Pas-de-Calais, l'affaire Élodie Kulik. 11 ans après les faits, un homme a été mis en examen. Il s'agit d'un copain de virée nocturne de Grégory Villard, identifié comme le violeur présumé de la jeune femme. La personne déférée ce jour a varié dans ses déclarations, admettant à un moment donné que la voix se trouvant sur la bande sonore était la sienne, puis disant que ladite voix, en réalité, ressemblait uniquement à la sienne. Ils ont cerné Willy Bardon. Willy Bardon qui était connu comme un des meilleurs copains de Grégory Villard. Hein. Il était comme cul et chemise tous les deux, donc c'était des gars qui faisaient des virées ensemble, qui faisaient des sorties en 4x4. Vous voyez, c'était bon. Et à partir du moment où l'ADN a parlé, je savais que derrière, l'enquête se poursuivrait. Pour Élodie, c'était la première fois où la technique d'ADN par parentèle a été utilisée. Donc, depuis, Dieu sait que ça a permis d'élucider d'autres affaires. Donc. Aujourd'hui, est-ce que cette technique, elle a évolué depuis que vous l'avez testée pour la première fois ? Alors en soi, elle n'a pas vraiment évolué. Elle est restée la même, c'est-à-dire qu'on cherche toujours des moitiés de profils génétiques qui pourraient correspondre à ceux d'individus identifiés. Là où elle a vraiment évolué, mais ça ne dépend pas du fichier des empreintes génétiques, c'est, je dirais, au travers de la généalogie génétique. Qu'est-ce que la généalogie génétique ? Vous avez aux États-Unis plusieurs entreprises qui possèdent des bases de données privées et qui vous proposent d'en connaître plus sur vos origines géographiques, éventuellement de retrouver des parents lointains, et voire même d'en connaître plus sur vos prédispositions à certains types de maladies. Donc, contre une centaine de dollars, on vous propose un kit d'analyse, vous vous auto-prélevez, vous renvoyez ce prélèvement aux États-Unis, il est analysé sur énormément de marqueurs génétiques qui sont différents de ceux du fichier des empreintes génétiques français, car plus informatifs, et votre profil est rentré dans une base de données privée, et ensuite il est comparé à l'ensemble des autres profils. Et en fait, les policiers américains, quand ils ont vu l'opportunité qui était offerte par ces bases de données de généalogie génétique, qu'ont-ils fait ? Ils ont envoyé les prélèvements à ces entreprises pour qu'elles les comparent à l'ensemble de leurs clients. Et forcément, ça a donné lieu à des identifications de meurtriers ou de violeurs. Et l'affaire la plus emblématique des bases de données de généalogie génétique, c'est celle du tueur du Golden Gate Bridge à San Francisco. Voilà, alors c'est celle qui a été la plus médiatisée et qui démontre l'intérêt, de ces bases de données privées. Alors en France, c'est interdit. Bon, néanmoins, vous avez pas mal de Français qui font ces tests, qui envoient leurs prélèvements à l'étranger pour justement découvrir plus sur leurs origines et voir s'ils n'ont pas de la famille, entre guillemets, perdue à un xème degré. Fin de procès choc donc en Picardie dans l'affaire Kulik. Oui, non seulement la cour d'assises est allée plus loin dans son verdict que ce qu'avait demandé le parquet. Willy Bardon est condamné à 30 ans de prison pour l'enlèvement, le viol et la séquestration de la jeune fille Élodie Kulik en 2002. Mais l'accusé a tenté de se suicider dans son box juste après sa condamnation. Tête basse, il a avalé un produit. Ses gardiens ont tenté de le faire recracher. Mais celui qui a clamé son innocence pendant les 13 jours d'audience est hospitalisé en réanimation. Hier, la cour d'assises de Douai a condamné Willy Bardon à 30 ans de réclusion, comme en première instance. Le quadragénaire a été déclaré coupable du viol en réunion, de l'enlèvement, de la séquestration, mais aussi du meurtre d'Élodie Kulik qui a eu lieu en 2002. À Douai comme à Amiens, il a réussi à tromper personne. On sait bien que c'est lui. En supplément, la peine sera peut-être encore... on a réussi, contrairement à ce qui a été fait à Amiens, il est condamné pour viol et pour meurtre cette fois-ci. Donc, c'est pas rien. Bon, maintenant, que voulez-vous, je vous dis du procès, moi ça va faire près de 20 ans que j'attendais. Le résultat me satisfait, même si j'aurais préféré ne jamais être là. Vous comprenez ? Mais maintenant, ça sera à lui de payer, parce que les quelques années de détention qu'il fera me ramèneront jamais ma fille. Ça, je peux pas l'oublier. En 2021, Willy Bardon est condamné en appel à 30 ans de réclusion criminelle. La fin d'un interminable parcours judiciaire, l'occasion pour celui qui a résolu l'affaire
de croiser le père de la victime. Une rencontre émouvante qui les a tous les deux beaucoup marqués. On s'était parlé un peu à la fin du procès, en appel. Bon, évidemment, c'était quelque chose d'émouvant, parce que on n'aurait jamais dû se croiser dans ces circonstances-là. Ce n'est pas normal de rencontrer quelqu'un alors qu'il a tout perdu. Après, oui, mais il m'a remercié. Voilà, personne ne pouvait rester insensible à ça. Bon, ce qui compte pour moi, c'est qu'il ait des réponses. Voilà. Après, bon, c'est sûr, j'ai envie de dire... le véritable héros de tout ça, c'est lui. C'est pas forcément nous. Nous, on a juste été... on a mis de l'huile dans les rouages, si je puis dire. Même si l'affaire, évidemment, était extrêmement dramatique, je ne renie pas toute cette souffrance. Mais moi, ce qu'elle m'a apporté, c'est voilà, je me suis senti utile une fois dans ma vie. À titre vraiment très égoïste, c'est ça. Je me suis dit, bon, j'ai pu aider quelqu'un. C'est ce que je voulais. Après, sur un plan encore plus personnel, bon voilà, quand je vois tout ce que la famille Kulik a enduré, même si, quand j'étais à la section de recherche, j'essayais d'avoir un œil très froid, très détaché, au final, on ne reste pas insensible. Et c'est pour ça que la famille Kulik, pour moi, ce sont tous des héros. Ils n'ont jamais abandonné. Bon, ce sont des leçons de courage. Mais ouais, Emmanuel Famoy, mon Dieu. Lui, quand on le voit, s'il n'y avait pas eu un éclair de génie, hein, pour moi, c'est un éclair de génie qu'il a eu. On en sait peut-être encore là. Hein, on avait un ADN qui serait resté muet pendant des années. Hein, donc, Pour Jackie Kulik, c'est le temps de l'apaisement après tant d'années de souffrance. J'avais promis, dès le départ, que je les trouverais. J'avais promis pour ma fille, et puis j'avais promis à mon épouse. J'avais dit, les devoirs, je vais les devoir, hein, il faudra qu'ils payent. Et voilà. J'ai fait mon devoir de père, j'ai fait mon devoir d'époux. Je le devais à la mémoire d'Élodie déjà, je le devais également à la mémoire de mon épouse. Vous savez, au début, quand elle était dans le coma, je m'étais dit peut-être que le fait de venir et puis de lui annoncer qu'on a trouvé, peut-être que ça va les réveiller, peut-être que ça va Bon, malheureusement, mon épouse est décédée en 2011, après 9 ans et demi de coma, donc vous voyez... Vous savez, la seule chose que j'ai craint pendant toute cette durée-là, c'est de n'avoir pas la santé pour aller au bout. Hein, heureusement, Dieu m'a quand même donné la santé, m'a quand même permis d'arriver à ce que je voulais. Et bon, maintenant c'est fait. Hein. Maintenant, je suis en fin de vie, dirais-je. Hein, à 73 ans, on ne peut plus... Hein. Mais là, c'était vraiment la seule chose que je craignais. Je me disais, pourvu que je tombe pas malade, parce que derrière moi, qui va faire, qui va s'en occuper, c'est le devoir d'un père de famille d'essayer de protéger du mieux qu'il peut et de réparer quand j'ai pas su la protéger ma fille. Je n'étais pas, que voulez-vous, hein, c'est quand même le devoir d'un chef de famille d'être près des siens et d'honorer leur mémoire. Toujours installée dans cette maison modeste qui a vu grandir la belle Élodie, aux cheveux si blonds, au sourire resplendissant et dont les photos ornent toujours les murs, Jackie Kulik continue d'aller au cimetière rendre visite à son épouse et ses 3 enfants. 2 sont morts dans un accident de voiture avant la naissance d'Élodie, le cœur un peu plus léger. Là, je peux aller au cimetière voir mon épouse et mes enfants et en disant maintenant c'est fini. Pour moi, c'est écrit, c'est fini. Je suis allé au bout. Je arrive à tenir ma promesse. C'était Cold Case, la science face au crime. Un podcast original France Info. 6e épisode, l'affaire Élodie Kulik et l'ADN de Parentel. Un récit de Gaël Joly. Réalisation Vanessa Nadjar. Coordination Pauline Pénanec. Prise de son Fabien Gosset.
Mixage, Jean-Raphaël Pont. Archives, Denis Forget.